Bonjour et bienvenue à cette troisième diffusion dans le cadre du 6e Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Aujourd'hui, nous vous présentons une conférence intitulée « La culture haïtienne et ses rapports avec le monde ». Et pour nous présenter notre invité d'honneur aujourd'hui, j'invite M. Stevenson Charles, administrateur du Centre. M. Stevenson. Bonjour tout le monde. Je vais vous demander de regarder la personne à côté de vous et lui faire un beau sourire avec vos yeux. Merci, merci, merci. Merci. Je suis Stevenson Charles, je viens d'Haïti. Je suis membre du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques en tant que jeune représentant de 35 ans et moins. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de vous présenter notre conférencière du jour, Madame Emily Prophet. Tout d'abord, je tiens à souligner pour vous que Madame Prophet n'est pas à sa première collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques. Elle a participé à plusieurs de nos activités littéraires. Elle ne se fait jamais prier lorsqu'il s'agit de réaliser une activité littéraire avec le Centre de la francophonie des Amériques. Emily Prophet Milsé est née en Haïti. Elle a fait ses études à l'université études en droit, je dois souligner pour vous, et en lettres modernes à l'université d'État d'Haïti, et aussi en communication à Jackson State University aux États-Unis. Elle a été à la tête de la direction nationale du livre. Poétesse et romancière, elle a obtenu en 2009 le Grand Prix littéraire des écrivains de langue française pour son roman intitulé Le Testament des solitudes, qui a également reçu une mention spéciale du prix Casa de las Américas à La Havane. Elle a déjà publié 12 ouvrages. Les villages de Dieu est son plus récent ouvrage publié en 2020 aux éditions Mémoire d'Encrier. Mesdames, Messieurs, sur ce, je vous invite, d'abord, je dois vous dire aussi que Madame Prophet a été nommée ministre de la Culture et de la Communication en janvier 2022. Je vous invite à accueillir Madame Prophet et je l'invite à prendre la parole. Merci. Monsieur l'administrateur, chers compatriotes, merci pour cette belle présentation. Chers amis du centre du CFA, c'est ça, Centre de la francophonie des Amériques, et merci de m'avoir invité en réel parce qu'on travaille beaucoup en virtuel. Je suis très heureuse de voir que vous êtes fait de chair et d'os et Et merci à l'Université Saint-Paul, à Madame la rectrice et à toute son équipe de me recevoir ici, et à vous toutes, vous tous, chers ambassadeurs. Merci d'être là pour m'écouter. Merci d'être les francophiles et francophones que vous êtes, et merci de permettre à notre belle langue française de voyager, d'aller trouver
d'autres personnes et aussi de l'enrichir par tout ce que vous faites, par tout ce que vous écrivez, par tout ce que vous pensez. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la culture haïtienne et de ses rapports avec le monde. Haïti, un pays très particulier dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais en savoir plus, c'est peut-être intéressant et c'est sous la forme d'un conte que je vais vous parler d'Haïti, de sa culture, de ses rapports avec le monde aujourd'hui. Au milieu des plus terribles catastrophes, Haïti est peut-être l'un des rares pays au monde, et heureusement, qui a toujours expérimenté le relèvement par la culture. Forcément, la culture est pour Haïti le fil conducteur visible qui assure la passerelle entre le passé, y compris ses expressions mémorielles, et la construction de l'avenir. La culture haïtienne est avant tout une histoire de lutte, certaines épiques ou sanglantes, entre les élites coloniales, surtout néocoloniales, et la population d'esclaves et d'afro-descendants largement majoritaires dans le pays. Dans ma communication d'aujourd'hui, il sera question d'expliquer comment et peut-être pourquoi la culture haïtienne, outil principal de la construction et de l'entretien de l'identité nationale haïtienne, a pu émerger et grandir dans un espace marqué par l'horreur de la colonisation et la rencontre brutale d'au moins 3 mondes, à savoir les Européens, les Amérindiens et les Africains. Ce sera pour vous, chers voisins et amis, une occasion de faire un long voyage et d'explorer l'âme d'un peuple fier, au-delà de tout, qui a toujours porté sa culture comme bouclier dans une Amérique meurtrie par la traite négrière, rodée aux luttes et nourricière de tous les imaginaires. Il convient avant tout de préciser que l'Amérique, évidemment Haïti, est une création d'une aventure et peut-être d'un accident de la conquête européenne. Une quinzaine d'années après l'union de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille, qui a occasionné la création du royaume d'Espagne, les jeunes souverains accédèrent à la conquête du navigateur génois Christophe Colomb qui collectait des moyens pour permettre à des puissances européennes de conquérir de nouvelles terres et d'accéder à leurs richesses. En 1492, il y a 5 siècles, nous sommes en 2022, les Espagnols ont placé le territoire de l'Haïti d'aujourd'hui sous le règne de la colonisation. Ceci a été imposé à la population locale, les Taïnos, 1 million environ au moment de l'invasion des Européens. Les Taïnos, en l'espace de 3 décennies, après l'arrivée des colons, après l'arrivée des nouveaux maîtres, avaient été génocidés. Avec la disparition des Taïnos, une culture plusieurs fois millénaire a péri, laissant quelques traces à l'humanité et des informations à jamais enfouies dans l'oubli. D'Hispaniola à Saint-Domingue, la colonie négociée entre 2 puissances européennes, soit la France et l'Espagne, a accueilli de nouveaux habitants par le biais de la traite des Noirs d'Afrique. Les colons blancs en haut de l'échelle et les Noirs, esclaves et maltraités tout en bas. Au milieu, le code noir français, le guide raciste pour la gestion de la colonie et de ses biens matériels et humains. Ce code a régi une société basée sur l'exploitation de l'homme par l'homme avec la permission de maltraiter, de vendre, de tuer un être humain prétendument inférieur par rapport à l'autre, le maître. C'est à l'initiative, à la révolte et au courage de plusieurs centaines de milliers de Noirs et d'affranchis que les luttes pour l'indépendance d'Haïti ont pris du sens et ont mis fin
en janvier 1804 au crime de la colonisation. Ainsi, Haïti est devenu le pays où a été expérimentée pour la première fois la liberté des Noirs. C'est l'unique révolution d'esclaves des temps modernes. Il s'agissait d'un tournant dans les rapports entre les peuples forts et les faibles. C'est en Haïti que s'invente l'Amérique depuis 5 siècles, avait déclaré un jour Georges Anglade lors d'un congrès d'écrivains à Bogota, en Colombie, en 2008. Et cette fin provoquée de la colonisation indigne et brutale, avec une hiérarchisation sociale féodale, loin de mettre Haïti au cœur de l'Amérique, a contribué à sa mise au banc des nations, sur la liste des pays à éviter, surtout à occulter. Haïti, dès le départ, a été considéré comme un pays de paria. Un mauvais exemple pour les nombreux territoires de la planète, particulièrement le continent africain, où des personnes étaient esclavisées. En 1825, la France a imposé une énorme dette de l'indépendance à Haïti qui a ruiné le jeune pays et lui a enlevé toutes les chances de se construire et de transformer les rêves des anciens esclaves et des générations de femmes et d'hommes qui devaient naître sur le sol haïtien. Les enquêtes du New York Times publiées en 2022 sont éclairantes. La société haïtienne du début du 19e siècle a pris le risque de refuser l'hégémonie culturelle européenne en valorisant ses origines africaines au point d'en faire le socle de la liberté des Noirs. Pourtant, chez les voisins, l'Europe, particulièrement l'Espagne, a soumis les pays colonisés à sa vision du monde et à ses langues de manière exclusive. Les civilisations amérindiennes n'ont pas résisté et les afro-descendants ont dû se contenter, dans le meilleur des cas, d'un métissage malveillant et intentionnel. Et Georges Anglade, dans ce même congrès du PEN international à Bogota, cité plus haut, avait expliqué qu'en 1804, 3 grandes révolutions président au XIXe siècle, l'américaine, la française et l'haïtienne. Mais c'est à cette dernière, somme toute pas moins flamboyante, que les autres que l'on fera payer par ostracisme, exclusion, rançonnement. D'abord, sa plus grande originalité d'avoir porté par une race autre que blanche le passage de l'esclavage à la liberté pour la première fois dans l'humanité. La culture haïtienne a résisté et s'est enrichie jusqu'à devenir un lien fort et inexplicable entre toutes les personnes haïtiennes et d'origine haïtienne. Il est évident que la lutte pour l'indépendance d'Haïti s'est appuyée sur le désir de promouvoir le patrimoine culturel haïtien au détriment des propositions ou impositions européennes. Chez lui ou ailleurs, le pays n'a pas été épargné par le nomadisme qui est à la base de son abondante diaspora. L'haïtien a été déclassé parce qu'il intoxique avec sa culture difficilement assimilable par les civilisés, entre guillemets, pétrit et enduit des civilisations européennes ou valorisées par l'Europe. La culture haïtienne a été, il fut un temps et pendant longtemps, décriée ou évitée à cause de ses fondements africains que les autres trouvaient sauvages, inadaptés au progrès et superstitieux. Il a quand même fallu attendre les années 40 du siècle dernier pour assister à une réhabilitation de la culture haïtienne
avec un nouveau narratif des théoriciens, artistes et écrivains indigénistes qui ont défendu les mythes fondateurs de la nation haïtienne et surtout la tradition vaudou. Entre-temps, l'occupation haïtienne d'Haïti de 1915 à 1934 avait tout fait pour anéantir les poches de résistance haïtienne par la culture. Évidemment, l'élite antinationale composée d'acteurs du pouvoir, des églises chrétiennes, des gardiens du système éducatif et de militaires gradés avait persécuté avec une rigueur extrême ceux qui pratiquaient les rituels vaudous et les transmettaient aux actuelles et futures générations. La campagne rejetée, nommée ainsi dans un mépris total des autres qu'il fallait éliminer, a mis les Haïtiens face à leurs responsabilités. Si la culture afro-haïtienne avait pu se mettre au centre des luttes pour l'indépendance, elle pouvait aussi aider à organiser la résistance contre l'acculturation imposée et permettre à l'Haïtien d'être lui-même, de chérir ses origines, de valoriser sa vision du monde, de construire l'avenir sans crainte d'être ostracisé par les civilisés et de refuser d'endosser une histoire écrite selon les préoccupations de l'hégémonie européenne. C'est à partir de ces années, et avec les lumières allumées par les indigénistes, en résonance avec le mouvement transnational de la négritude, que la compréhension et l'acceptation sans gêne de la culture haïtienne par les Haïtiens, que d'autres insulaires de la Caraïbe ont compris et accepté que les peuples d'Amérique, particulièrement les Noirs, partagent un passé commun et sont forcément liés. Les indigénistes ont pu raconter la construction caraïbéenne, sortir du placard l'horreur de la traite négrière et tordre le cou aux préjugés basés sur la couleur et la religion. En 1978, Leslie François Manigat, important intellectuel et homme politique haïtien, a publié depuis le Venezuela où il était en exil un texte exceptionnel titré « La culture haïtienne et son impact sur le monde caraïbe ». Il s'agit d'un texte qui analyse avec sérieux le bilan du travail de réhabilitation de la culture haïtienne par les penseurs, artistes, politiques et auteurs indigénistes à partir des années 40. Avec la création du Centre d'art haïtien par DeWitt Peters, un coopérant américain venu enseigner l'anglais en Haïti, les artistes et les aspirants artistes haïtiens ont compris que leur art pouvait s'exprimer et partir à la rencontre du monde à partir d'un canon haïtien original et inspiré de la culture haïtienne profonde et authentique. D'une initiative d'un citoyen américain est parti le début de l'émancipation des plasticiens haïtiens. À partir de là, le critique d'art cubain José Gómez Sicré a sélectionné des peintres populaires haïtiens pour exposer avec succès à La Havane, Cuba. Le début d'une longue aventure, le centre d'art qui s'est renforcé au fil des années et incontournable jusqu'à aujourd'hui, a su compter sur un groupe d'intellectuels et d'artistes haïtiens comme Gérald Blancourt, Maurice Borneau, Jean Chenet, Raymond Coupeau, Daniel Lafontan, Raymond Lavelanet, Albert Mangonès, Rémi Bastien, R.P. James Petersen, Georges Ramponneau, entre autres. Puis, André Breton, le célèbre porteur du surréalisme et l'une des personnalités les plus influentes du monde artistique et littéraire de l'époque, a trouvé les bons mots et les bonnes démarches pour intégrer la peinture haïtienne dans son catalogue de coups de cœur. Actuellement, la peinture haïtienne est l'une des plus présentes sur les marchés populaires caraïbéens et au-delà.
Leslie François Maniga, éminent professeur des universités et ancien président de la République d'Haïti, il a été président pendant 4 mois en 1988. C'était à l'époque encore en Haïti, on avait des coups d'État à répétition. Il y avait encore l'armée haïtienne, une armée qui devait être dissoute par Jean-Bertrand Aristide, renversée par cette armée en 1991. Il est revenu en Haïti et il a dissous l'armée, et cette armée contente aujourd'hui de refaire, de recomposer, parce que l'histoire d'Haïti ne va pas sans son armée. Haïti a été fondée par l'armée indigène. Je vais vous parler un petit peu de l'armée indigène, cette armée qui a vaincu l'armée de Napoléon, l'armée avec la maladie et la volonté, la détermination de cette armée de va-nu-pied. Haïti a accédé à l'indépendance en 1804. Je vais vous en parler tout à l'heure un petit peu plus loin dans cette communication. Donc, Leslie François Maniga, ancien président de la République, a expliqué dans son texte La culture haïtienne et son impact sur le monde caraïbe que bien qu'elle soit influencée par la domination européenne et américaine, la culture haïtienne est typique, et ceci pour 2 raisons distinctes. La première, la culture haïtienne a pris naissance dans un contexte tout à fait particulier dû à l'esclavage et ses corollaires, la répression, l'aliénation et la déshumanisation, et puis aussi les conditions de son développement rapide ont été possibles après l'abolition de l'esclavage en 1793 et la conquête de l'indépendance politique en 1803, grâce à la vision et à la volonté des masses et des élites haïtiennes de construire ensemble, après tout, une nation noire. À partir des années 40, la culture haïtienne a commencé à bien s'exporter. Elle a même pu gagner un respect en suscitant la curiosité, plus tard de l'admiration, chez des Noirs des États-Unis et des populations de la Caraïbe. Cette culture est devenue populaire dans les Caraïbes parce que les médias s'en sont appropriés en la diffusant massivement auprès d'un large public populaire. La musique haïtienne, par exemple, a pu conquérir le cœur de nombre d'Antillais parce qu'elle avait la force de parler aux Afro-descendants, contraints de renoncer à leur identité matricielle au profit d'une aliénation humiliante et non productive. L'exceptionnelle richesse de la musique haïtienne, l'authenticité des sons et des discours revendicatifs qu'elle véhiculait ont fait d'elle un exemple, un modèle pour les musiciens caraïbéens. Il va de soi que la musique devance toujours la danse. Sans cette popularisation de la musique haïtienne dans les Antilles, avec la complicité des stations de radio et des cercles intellectuels, la grande aventure planétaire du groupe Kassav de la Guadeloupe n'aurait pas été possible. Il y a aussi lieu de se pencher sur l'endossement de la culture et de l'épopée haïtienne, par l'écrivain cubain Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, qui entre autres a écrit Le Royaume de ce monde, très très grand roman qui a traversé le temps, et peut-être l'un des rares romans à parler du roi Henri-Christophe, le roi Henri-Christophe, constructeur du parc national historique classé depuis 1982 patrimoine de l'humanité, sentant la citadelle La Ferrière, tiens, qui porte le même nom que notre Dany, la citadelle Sans Souci, Milo, et voilà, et aussi d'autres forteresses dans le nord. Donc Alejo Carpentier, l'écrivain Alejo Carpentier, mais il y a eu aussi le politique et poète martiniquais, poète et dramaturge martiniquais Aimé Césaire, et l'écrivain et penseur guyanais Léon Gontran Damas. Ces écrivains et intellectuels de premier plan ont aidé à propager les idées haïtiennes dans la région et au-delà. Ils l'ont fait à la manière d'un règlement
d'une dette à payer au pays qui a su tirer de l'Afrique les ressources et les valeurs essentielles à la reconstruction de l'homme noir, déshumanisé par l'autre qui cherchait à conforter son hégémonie politique et culturelle tout en pillant consciencieusement les richesses du monde. Ces intellectuels et créateurs caraïbéens, happés par les nouvelles praxis de la négritude, ont reconnu et mis en évidence les travaux pionniers de Jean Price Mars, l'auteur de Ainsi parla l'oncle, de Hannibal Price, de la réhabilitation de la race noire, de Anténor Firmin, qui a écrit de l'égalité des races humaines pour prendre le contre-pied des réflexions d'Arthur de Gobineau dans Essai sur l'inégalité des races humaines. La culture haïtienne a permis à une partie du monde de se découvrir et de se réconcilier avec l'histoire. Nos artistes, écrivains et opérateurs culturels haïtiens continuent d'étonner le monde dans les bacs des libraires et partout dans les collections des musées. Actuellement, la culture haïtienne est présente en permanence à l'Académie française avec la présence de Daniel Laferrière qui, en 2019, a fait entrer le mot vertière dans le dictionnaire de l'Académie pour illustrer le mot victoire. Dans les sélections des prix internationaux les plus prestigieux sur les pavillons des grands rassemblements culturels, comme à l'exposition universelle de Dubaï en mars dernier, on retrouve Haïti, ce petit pays de 28 250 km². Je m'arrête un petit peu au mot vertière. Je viens de vous dire que Dany Laferrière l'avait fait entrer dans le dictionnaire de l'Académie pour illustrer le mot victoire. Alors, vertière, il s'agit du nom d'un lieu à l'entrée de la ville du Cap-Haïtien, mais c'est aussi le nom de la dernière bataille. La bataille a eu lieu sur le site de Vertières. Là, il s'agit de la dernière bataille de l'armée indigène contre celle de Napoléon. Cette bataille est, comme l'écrit l'historien Jean-Pierre Le Glonec, l'aboutissement spectaculaire et sanglant de la guerre de l'indépendance haïtienne qui voit la consécration, la victoire totale et sans appel de l'armée indigène dirigée par Jean-Jacques Dessalines et qui marque l'une des pires défaites napoléoniennes et qui a fissuré pour la première fois les assises d'un monde de terreur où le corps noir était perçu comme simple marchandise. Je cite toujours Jean-Pierre Le Glonec, les événements de Vertières ont été et restent globalement exclus des écrits historiques français. La guerre de l'indépendance haïtienne est occultée totalement dans les manuels d'histoire français. Cette bataille est une source d'inspiration importante dans la peinture et la littérature haïtienne. Elle magnifie l'héroïsme haïtien. On la retrouve également dans la musique et en particulier dans un chant qui, selon la croyance populaire, aurait été entonné le jour de la bataille, puis transmis de génération en génération. Je suis certaine que beaucoup de ceux qui nous écoutent dans la salle et derrière leur ordinateur connaissent ce chant dont je parle, Grenadier à l'assaut, ça qui mourit, les affaires. Merci. Le ministère de la Culture et de la Communication que je dirige, je vous parle un petit peu de la culture haïtienne actuelle, de l'organisation formelle au niveau de l'État de la culture haïtienne. Alors, le ministère de la Culture est impliqué depuis sa création en 1988 en Haïti et le ministère de la Culture a été créé par le président Leslie François Maniga qui est resté 4 mois au pouvoir
Je vous ai parlé plutôt 2 fois qu'une de ce président grand intellectuel de son État tout à l'heure. Il a créé ce ministère de la Culture dont le ministre, le premier des ministres de la culture de la République d'Haïti a été un très grand écrivain et plasticien haïtien qui s'appelle Franck Etienne, qui est encore vivant d'ailleurs. Donc ce ministère créé en 1988 est impliqué dans l'organisation de fêtes traditionnelles. C'est le plus gros financeur de la culture de la République. Il est impliqué dans l'organisation du carnaval, très grosse fête traditionnelle qui implique beaucoup d'opérateurs de tout type, allant d'entrepreneurs en construction, de musiciens, de designers, de danseurs. Il finance aussi les raras, des festivités inspirées du vaudou qui datent de la période de l'esclavage, nées, rapporte-t-on, de la rencontre des personnes ramenées des côtes africaines pour être soumises à l'esclavage et des populations autochtones. Il y a ensuite les fêtes patronales adossées aux traditions catholiques qui font revenir beaucoup de compatriotes haïtiens vivant à l'extérieur dans leur village, leur patelin. Le ministère de la Culture et de la Communication finance également beaucoup de festivals, de rencontres littéraires et artistiques et d'associations culturelles. Si le ministère de la Culture parvient à toucher des populations en octroyant des soutiens à l'organisation des festivités, il n'est pas encore parvenu à structurer le secteur, contribuer au développement des industries créatives et faire en sorte que le travail de ces diverses institutions profite à tout un chacun. Il y a le ministère, il y a le bureau central du ministère de la Culture, mais aussi des institutions autonomes dirigées par le ministère de la Culture, qui sont sous tutelle du ministère de la Culture, qui sont la télévision publique, la télévision nationale, créée en 1979. Et il y a la radio nationale, les archives nationales, l'Institut de sauvegarde du patrimoine national haïtien qui s'occupe du patrimoine bâti, le Bureau national d'ethnologie, du patrimoine immatériel, le musée du Panthéon national, l'École nationale des arts, la Bibliothèque nationale, le Théâtre national, le Bureau haïtien du droit d'auteur, la Direction nationale du livre et les presses nationales qui impriment le journal de la République et le journal Le Moniteur. Depuis janvier 2022, le ministère de la Culture et de la Communication est entré dans une dynamique de structuration et d'élargissement de ses champs afin d'atteindre tout un chacun et créer une cohésion sociale importante pour la stabilité et le développement. Le pays a vécu ces dernières années de graves crises, du tremblement de terre de 2010 à l'assassinat du président de la République en juillet 2021 et à aujourd'hui, où il est miné par des problèmes économiques, sociaux qui provoquent entre autres une recrudescence de l'insécurité et précarisent un peu plus la majorité de la population dans un contexte local et mondial très compliqué. Nous allons vers des élections et il est plus que jamais important d'aborder des questions déterminantes pour l'avenir de tous, rattacher le passé au présent tout en se projetant dans un futur meilleur. Haïti est dans les Amériques, Haïti est dans la Caraïbe, Haïti est francophone, on parle français en Haïti, mais Haïti est surtout un pays créolophone. La majorité, toute la population haïtienne parle créole. Nous parlons français aussi. Nous avons 2 langues nationales. Et la majorité de ce qui est écrit en termes de littérature, de pensée, l'est en français aujourd'hui. Et ces 30 dernières années, nous assistons à une montée en puissance de la production écrite en créole. Et ce pays se cherche. Haïti a 219 ans. Dans la vie d'un pays, 219 ans,
c'est pas beaucoup, mais dans le contexte où est né Haïti et aussi l'environnement géographique d'Haïti fait que nous attendons beaucoup plus de ce pays-là. Nous attendons beaucoup plus de ce pays-là et particulièrement les sociétés néocoloniales, s'entend certains pays de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale et aussi du continent africain. Haïti offre énormément de choses. D'ailleurs, Haïti offre cette grande mythologie de la victoire de 1804, cette grande victoire. Et ce qu'il ne faut pas oublier en pensant à Haïti, en écoutant Haïti, parce qu'il y a énormément de rumeurs, énormément de voix qui arrivent d'Haïti, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce pays a payé jusqu'au 19e siècle une énorme dette de l'indépendance à la France qui a compromis son développement. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'Haïti a été marginalisée, mis au banc des nations parce qu'elle était le mauvais exemple pour l'Amérique et pour tous les pays qui subissaient encore l'esclavage dans les années au 19e siècle et pendant une bonne partie du XXe siècle. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'Haïti a connu pendant 34 ans l'occupation américaine et le pillage systématique de ses ressources par les États-Unis. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, ce sont des ingérences systématiques dans la politique intérieure haïtienne par le voisin américain, le grand gendarme du monde, que sont les États-Unis. Je ne fais pas de politique, je vous donne des éléments, quoique j'en fais toujours un petit peu. Je vous donne les éléments pour comprendre ce pays qui s'exprime haut et fort et ce pays dont on n'arrive pas à étouffer la voix malgré tout. C'est ce pays-là qui s'impose au monde, peu importe ce qui s'y passe, les catastrophes naturelles, les événements politiques malheureux. On entend parler de ce pays et ce pays entre dans les Amériques, entre dans la francophonie, particulièrement par sa culture. Haïti, les écrivains haïtiens, les plasticiens, les créateurs haïtiens impose de manière positive le pays dans les médias internationaux, même si des événements malheureux tendent à occulter ce qu'est réellement Haïti. Et Haïti n'est pas que le tremblement de terre de 2010, ni celui de 2021. Haïti, ce ne sont pas que les catastrophes naturelles. Haïti, c'est beaucoup d'autres choses. Et écouter Haïti, aller voir Haïti, c'est accepter le rendez-vous que l'on a avec son humanité. Donc le ministère de la Culture et de la Communication, que je dirige depuis 6 mois, est de plein pied aujourd'hui dans une campagne d'éducation à la citoyenneté qui comporte plusieurs volets, dont l'éducation à la sauvegarde du patrimoine, la gestion des risques et des désastres, le vivre ensemble, la démocratie. Pour parvenir à ces fins, le ministère de la Culture et de la Communication passe par des associations qui travaillent dans les communautés, avec les jeunes en particulier. Et la stratégie du ministère de la Culture et de la Communication, qui est en cours, est de signer des protocoles d'accord avec des associations, leur donner un cadrage afin qu'elles puissent, dans la mesure du possible, effectuer un travail similaire dans les collectivités dans lesquelles elles sont ancrées. Le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l'Éducation nationale ont ensemble décrété l'année 2022, année de la belle amour humaine. Pourquoi l'année de la belle amour humaine? Cette année 2022 ramène le centenaire d'un très grand écrivain haïtien qui s'appelle Jacques-Stéphane Alexis. Et parler de rapport de la culture haïtienne avec le monde passe forcément par Jacques-Stéphane Alexis, qui était médecin, qui était neurologue. Jacques-Stéphane Alexis a publié 4 grands livres chez Gallimard: Compère général Soleil, L'espace d'un ciment, Les arbres musiciens, Romancero aux étoiles. Jacques-Stéphane Alexis était un homme de gauche, très engagé, un révolutionnaire, et Jacques-Stéphane Alexis rêvait de faire la révolution en Haïti, rêvait de changer le pays au profit de la majorité. Et Jacques-Stéphane Alexis a tenté une invasion d'Haïti après 1959.
la révolution cubaine, je pense que toute l'Amérique latine rêvait d'un grand soir en Haïti, dans leur pays où il y aurait la révolution, où le peuple, la cause du peuple triompherait. Donc Jacques-Stéphane Alexis tente une évasion d'Haïti en 1961, il est capturé par des hommes de François Duvalier. C'était la dictature à l'époque de François Duvalier et il est porté depuis disparu. Personne n'a une version exacte de ce qu'il est advenu à Jacques-Stéphane Alexis. Il a disparu. Donc, et cette année marquait le centenaire de la naissance de ce très grand écrivain, de cet internationaliste que fut Jacques-Stéphane Alexis, et avec le ministère de l'Éducation nationale pour faire connaître Jacques-Stéphane Alexis et aussi pour parler d'éducation à la citoyenneté, de vivre ensemble, de gestion des risques et des désastres. Nous avons décrété l'année 2022, année de la belle amour humaine. La belle amour humaine est un texte qu'a écrit Jacques-Stéphane Alexis, qui a été publié dans la revue Europe en 1971, après la mort de Jacques-Stéphane Alexis. Donc Jacques-Stéphane Alexis a écrit ce texte, La belle amour humaine, pour souhaiter la bonne année à ses camarades, à ses amis. Et ce texte parle d'humanisme, de vivre ensemble, de la situation de l'homme noir, de la culture, et c'était pour nous du pain béni. Donc, nous avons dit, voilà, l'année 2022 pour rendre hommage à Jacques-Stéphane Alexis et aussi pour aborder les grandes questions qui ont rapport avec la culture, avec Haïti, sera l'année de la belle amour humaine. Donc, jusqu'au 31 décembre. Et ce qui est intéressant avec ce parti pris, ce choix de décréter l'année 2022, année de la belle amour humaine, c'est que ça a fait l'unanimité. Parce que nous sommes très polarisés en Haïti depuis quelques années et nous ne sommes pas arrivés de 2018 à 2021 à fêter une fête nationale. C'est-à-dire nous avons des fêtes importantes en Haïti. Par exemple, le 18 mai 1803, une dame qui s'appelle Catherine Flon a cousu le drapeau et c'est la fête du drapeau chaque année le 18 mai en Haïti. Et depuis des années, nous n'étions pas parvenus à commémorer la fête du drapeau parce que les jours des fêtes nationales, c'était beaucoup de manifestations, beaucoup de violence. De même, nous ne sommes pas arrivés les dernières années à commémorer le 17 octobre la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le 18 novembre qui est le jour de la bataille de Vertières. Donc, l'année de la belle amour humaine a commencé. Et nous avons permis aux gens de discuter, de parler, de se retrouver. Et pour la première fois depuis 5 ans, le 18 mai dernier, nous avons pu commémorer la fête du drapeau. Et à l'intérieur de l'année de la belle amour humaine, puisque c'est aussi l'objectif, c'est aussi l'équité de genre, le vivre ensemble, la gestion des risques et des désastres. Le ministère de la Culture a proposé que nous parlions désormais aussi des mères fondatrices. Parce que Haïti, le 1804, nous avons toujours eu les pères fondateurs qui sont Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, Toussaint Louverture, Alexandre Pétion. Nous avons toujours connu pendant 219 ans les pères fondateurs, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ont contribué à l'indépendance dont on parle très peu. Donc nous sommes venus avec le concept des mères fondatrices et tout le monde a été d'accord. Évidemment, oui, pourquoi on ne parle pas de Marie-Jeanne Lamartinière, de Claire Heureuse, l'épouse de Dessalines, de Catherine Flon. Donc désormais, nous avons les mères fondatrices. Il ne faut pas que je perde le fil. Donc, la culture et la communication ont le pouvoir de changer et le cas d'Haïti en cela est emblématique. Au milieu des difficultés en Haïti, il y a toujours eu la culture. La République d'Haïti est le pays des premières fois. Elle fait partie, avec les États-Unis, le Canada, des seuls pays de l'Amérique à avoir organisé l'exposition universelle.
Haïti fait partie également des premiers pays de l'Amérique à s'être doté d'une législation sur la propriété littéraire et artistique. Et nous savons combien il est fondamental pour les artistes de pouvoir vivre de leurs droits et comment les législations sur la propriété intellectuelle sont importantes pour le développement des industries culturelles et créatives. En 1864, alors qu'Haïti est sous embargo, Haïti est un pays de paria, infréquentable sur le banc des nations par les puissances coloniales, courroucée parce que des personnes mises en esclavage avaient osé se libérer. Elle est considérée pestiférée et elle ne doit pas servir d'exemple aux autres territoires et des intellectuels haïtiens publient dans des journaux étrangers, particulièrement en France. Ils parlent d'Haïti, ils disent ce qui se passe dans ce pays, ils ont des publications littéraires et scientifiques qui retiennent l'attention. Les peintres, les musiciens et autres artistes impressionnent à l'extérieur. Nicolas Geffrard, alors président de la République, nous sommes en 1864, 60 ans après l'indépendance, c'est à la dure que le pays vit et survit. Donc Nicolas Geffrard, président de la République, exprime la reconnaissance du pays vis-à-vis des intellectuels et artistes en publiant le 28 septembre 1864 une loi extraordinaire, d'une très grande modernité qui dit déjà de quoi est faite cette République qui ne démentira jamais sa légende tant les artistes et écrivains ont fait parler d'elle. Cette loi est mise en contexte avec les mots suivants, considérant que tout auteur d'écrit, les compositeurs de musique, les peintres et les dessinateurs, les lithographes ont tous droit à une protection efficace en récompense de l'honneur que leur œuvre fait jaillir sur la patrie. Voilà, il y a une loi qui est prise parce que les intellectuels, les écrivains, les artistes, ceux qui produisent des œuvres en général font rejaillir un grand honneur sur la patrie, donc il convient de leur accorder une protection. Donc voilà une loi prise en 1864, tout ça pour vous dire comment de tout temps les artistes haïtiens ont fait du bien à Haïti, comment leurs œuvres ont été extrêmement importantes pour jeter une autre lumière sur la République d'Haïti. L'aventure de la culture haïtienne se raconte comme un conte qui sublime la liberté et la noblesse de l'humanité. Tous les jours, partout dans le monde, les Haïtiens et d'autres frères et sœurs humains célèbrent la beauté et la générosité avec la peinture, la littérature, la cuisine et toutes les traditions d'un pays qui avait choisi de vivre libre, en toute authenticité ou de mourir. C'était cela le slogan des esclaves, vivre libre ou mourir. C'est une forme, admettons-le, d'exemplarité. Et la langue créole, acceptée, développée, entretenue et chérie par les Haïtiens, est la preuve que ce peuple n'a plus peur d'affronter l'avenir et les luttes à venir. Il en va de la défense et de la consolidation de son existence. L'exubérance des expressions de la culture haïtienne est le fruit de siècles de résistance contre les agressions des civilisés autoproclamés. Je vous remercie de m'avoir entendu et je suis prête à répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Madame Prophète, au nom de tous les participants, les gens qui sont avec nous dans les médias sociaux, au nom des comités, des gens organisateurs du Centre de la francophonie et de l'Université Saint-Paul qui nous accueillent pour ce forum. Merci beaucoup de cette communication très inspirante, très enrichissante et surtout, bien sûr, qui nous apprend encore beaucoup plus sur l'histoire, sur la culture haïtienne. Donc, merci pour ça. C'est maintenant la fin de la diffusion de cette conférence aujourd'hui. Je vous invite, mesdames et messieurs, à la maison, devant votre ordinateur, à nous revenir demain pour une autre conférence sur la diversité culturelle et l'appropriation culturelle qui sera animée par Mme Rachida Asdouz. Sur ce, bonne journée et à demain.